Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Davy. Est-ce que ça va? Bonjour. Ouais, très bien, comme toujours. Ravi de te retrouver. Également. Aujourd'hui, on va faire le deuxième volet de FinOps. Je pense que je me souviens pas si on l'avait promis, mais bref, on avait juste... On l'avait promis. Bon, donc on tient notre promesse, enfin, après quelques temps. On va plonger sur le volet. On a fait vraiment une approche superficielle dans le premier épisode. Là, on va plonger dans des volets supplémentaires. Justement, on va commencer à creuser parce que le FinOps, c'est un domaine qui est quand même assez complexe, même si ça peut paraître simple pour les gens. Mais on va aller comme ça. Je te laisse commencer avec une introduction, puis un rappel, puis on va aller là-dessus. Tout à fait, ouais. On a fait une petite introduction de 53 minutes la dernière fois, qui est disponible depuis maintenant quelques semaines. Il y a eu, comme tu rappelais, d'autres sujets intercalés entre deux qui sont venus se mettre en place. Et oui, on avait prévu de revenir sur cette approche-là, parce que comme tu dis, la notion de FinOps dans l'informatique, donc le FinOps, pour rappeler pour celles et ceux qui n'auraient pas pu consulter la dernière version ou ne seraient une novice sur la notion, donc le FinOps, c'est ramener la notion financière de la consommation des éléments informatiques dans un cloud dans une maîtrise, une compréhension, afin justement de pouvoir justifier des coûts. Donc, d'une première approche, pour dire oui, tu regardes la facture et puis ça suffit de ça. C'est pas suffisant en fait. C'est pas suffisant. Bien sûr que ça part de la facture, bien sûr qu'on va devoir regarder la facture et voir combien ça coûte. Mais pour justifier de combien ça coûte, il faudrait qu'on comprenne comment ça coûte, qu'est-ce qu'on en a fait, qu'est-ce que ça nous a apporté. Et donc le FinOps, on s'aperçoit que c'est finalement une démarche un peu plus large que ça, qui va consister à donc observer un contexte qui est le nôtre de consommation d'outils informatiques. Donc on a une entreprise, une société, publique, privée, peu importe, qui a décidé de faire l'usage de moyens informatiques, là aussi dans un cloud privé, dans un cloud public, et qui à un moment donné se dit, moi j'ai une somme d'argent que je dépense pour tous ces moyens-là, et j'aimerais voir en fait si c'est rentable pour moi ou pas de le faire. C'est tout bête, c'est aussi simple que ça. Et on rappelle que le FinOps est né, la notion de FinOps, on peut dire, ouais mais attends, moi, la financiarisation de mes moyens techniques, je la fais depuis déjà des années. C'est quoi le côté neuf du FinOps? Le côté neuf du FinOps, il vient du côté neuf du cloud public. Je leur expliquais ce matin à quelqu'un que je connaissais à peine sur LinkedIn qui est parti venu me voir, qui me dit mais c'est quoi la différence entre un cloud privé et un cloud public? La différence entre un cloud privé et un cloud public, c'est la même différence qu'il y a entre, c'est-à-dire j'ai faim, je vais acheter un restaurant, je vais le gérer pour me faire à manger, ça c'est le cloud privé, et dire j'ai faim, je vais aller dans un restaurant, commander un plat et manger. Ça, c'est le cloud public. Et donc, on se doute bien que quand on est propriétaire de tout un restaurant, quand on a des employés, qu'on gère des stocks, qu'on gère des taxes, etc., c'est pas du tout la même responsabilité, c'est pas du tout le même rapport, c'est pas du tout la même position, même la même philosophie, que si je me pointe, que je pose mon cul dans un restaurant et que je dis donnez-moi une poutine, donnez-moi un burger, et puis je me casse quand j'ai fini. C'est pas du tout le même rapport. Et donc, la gestion financière de ces aspects-là, même chose, ça n'est pas du tout le même rapport quand on consomme des services au besoin et qu'on peut s'en aller se délier quand on veut, alors que d'un autre côté, on pourra avoir l'acquisition complète. Ça, c'est ce qu'on avait présenté la dernière fois. On avait fait le rapport entre le privé et le public. On avait dit l'importance justement du changement de paradigme. Ça change vraiment la réalité puisque demain, dans un cloud public, vous pouvez créer un produit tout neuf, une infrastructure toute neuve sans avoir à prépayer quoi que ce soit. Vous êtes facturé à hauteur de ce que vous avez consommé. Si votre idée ne fonctionne pas et que vous arrêtez, vous ne payerez pas plus. Alors que si demain, vous voulez faire la même chose avec un cloud privé, faudra déjà sortir beaucoup d'argent, acheter du matériel, acheter des licences, savoir les gérer. Et si vous êtes planté, allez revendre tout ça pour essayer de récupérer un peu d'argent. Donc on voyait que c'est pas du tout. On est ancré dans une capitalisation, dans l'obligation d'achat, alors qu'à côté, on consomme, on butine comme les abeilles à voler ce qu'on a besoin juste quand on a besoin. Et donc évidemment que sur l'approche financière, ça change tout. Et c'est ce qu'on avait commencé à soulever la dernière fois, et on l'a déjà dit dans plein d'autres sessions où on parlait du cloud, etc. Moi, j'insisterai jamais assez sur le fait que la première erreur que font les clients quand ils vont dans un cloud public, c'est de ne pas saisir à quel point ça change les pratiques, à quel point ça change la culture, mais de façon colossale. Et souvent, on sous-estime ça. On se dit, ouais, c'est juste des VM ailleurs. Non, c'est pas ça. Si c'était que ça, effectivement, je serais même pas là à vous en parler, on aurait autre chose à faire. Et j'aurais pas changé de métier il y a 7 ans ou 8 ans en faisant une spécialité. D'accord? Si c'était juste ça. Et donc, on comprend bien qu'il y a un changement qui est beaucoup plus profond et
et c'est pour ça qu'on y passe plusieurs séances, pour ça qu'on en parle souvent, prend du temps à expliquer pour saisir. Et donc, je leur ai dit, notre objectif à nous, on l'a dit plusieurs fois, c'est vraiment de partager la culture, de partager les connaissances pour que vous puissiez les uns et les autres, les unes et les autres aussi, vous aguerrir, comprendre de quoi il s'agit. Mais c'est parce qu'en fait, c'est nécessaire de passer par cet apprentissage. Et on va y revenir dans la notion de FinOps, puisque la création de culture commune, ça fait partie du premier point. Ouais, c'est important ce que tu mentionnes. Ta bouche. Oui. Puisque il n'y a pas de capitalisation quand on tombe en vrai FinOps infonuagique. On tombe dans un univers où justement, on n'a plus de frais fixes. On paye juste ce qu'on consomme. Par contre, il faut faire attention, puis c'est là où les FinOps devient d'autant plus important. Autant on sauve de l'argent dans la mesure où on peut faire des expérimentations, on peut faire beaucoup de choses que de ce sens-là. On n'a pas d'investissement. Mais en même temps, il faut faire attention parce que de l'autre côté, si on ne l'utilise pas bien, ça peut être plus cher que d'avoir un cloud privé ou ses infrastructures. Donc, il faut bien avoir une visibilité sur ça et bien comprendre les façons de l'optimiser. Ce rapport financier, ce rapport à l'acquisition, effectivement, il nécessite qu'on change aussi le rythme auquel on s'interroge sur la dépense. Dans un cloud privé, on l'avait dit la dernière fois, on le redisait ici, il faut acheter tout d'un coup. Souvent, tout acheter d'un coup, c'est comme acheter une maison. C'est un projet qui se réfléchit longtemps à l'avance, on mobilise les moyens avec la banque, etc. Puis un jour, on paye, puis une fois que c'est fait, on rentabilise, d'accord? On se pose plus trop la question après. On a peut-être des dépenses après d'entretien, mais finalement, le gros de la dépense, il est fait en une fois. Dans un cloud public, on n'achète pas à l'avance, on consomme. Donc ça veut dire qu'on peut plus juste dire définis-moi le budget pour 4 ans à l'avance et puis ensuite on se pose sur une chaise et on se laisse vivre. Ici, il n'est pas question de faire ça. Et on l'avait dit la dernière fois, le boulot d'un FinOps, c'est pas de regarder la facture le 31. Sauf si on est le 31 du mois. Le boulot d'un FinOps et de l'équipe FinOps ou de l'équipe qui participe à ça, c'est de regarder la facture tous les jours, le 1er, le 2, le 3, le 4 jusqu'au 31 du mois et de donner du sens à cette facturation parce que on est dans une facture qui est à l'échelle et à l'image de ce qu'on est réellement en train de faire. Et donc à partir de là, il faut qu'on crée cette nouvelle pratique de surveillance. OK ? Ça veut dire que d'abord, il faut le mettre en place. Alors, on rappelle que FinOps, c'est une méthodologie, quelque part, on pourrait dire, qui est adoptée par les adoptants du cloud public, qui n'est pas adaptable qu'au cloud public. Ça peut être un gros bénéfice aussi en cloud privé. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a plein de trucs qu'on met en avant pour optimiser, qu'on peut tout à fait exploiter ailleurs que dans le cloud public. Donc finalement, là aussi, on comprend bien que c'est pas juste une question de moyens technologiques. Il s'agit vraiment d'une question de changement de point de vue aussi, de pratique, d'approche, qui peuvent être adaptées à d'autres environnements. Donc oui, la partie FinOps, elle est bénéficiaire aussi sur d'autres clouds privés ou faisant du cloud hybride. Donc ce FinOps a été formalisé, on va dire, il a été un peu standardisé ces dernières années. Et on dit, quand on fait du FinOps, on commence par informer, puis ensuite on opère, puis ensuite on optimise. Ça veut dire quoi? Informer, opérer, optimiser. Alors, est-ce que c'est propre à FinOps finalement cette méthode? Non. Parce que si demain vous rentrez sur un nouveau projet, sur une nouvelle démarche, vous voulez faire de la sécurité, vous voulez faire de l'optimisation de performance, vous allez d'abord informer les gens de quoi on parle en fait, quel est le sujet dont on parle. Donc il faut d'abord créer une culture commune. Donc informer la partie FinOps, ça veut dire que ça commence souvent par des ateliers, des audits pour voir en fait le niveau de culture. Le niveau de culture, il est lié au niveau de culture cloud public, puisque c'est là où ça s'adopte le plus, ça vient de ça en général. Ce qui est même dommage souvent d'ailleurs, c'est que c'est quelque chose qui est vu à part après. Je vais pas dire que c'est presque trop tard, mais en tout cas c'est dommage parce qu'en fait l'effort pourrait être fait avant pour être plus pérenne. Mais il y a rien de grave. Hein. Si vous me dites on a mis du cloud public en place et on fait du FinOps 6 mois après, il y a rien de grave. C'est pas un ratage, c'est pas une erreur. Ça pourrait être plus optimisé, mais c'est tout à fait rattrapable. Donc s'informer, c'est se former simplement. C'est-à-dire prendre conscience que les gens qui vont participer à tout ça viennent de domaines différents. Qui dit FinOps dit qu'il y a des gens qui vont gérer les finances pures de l'entreprise, donc des gens qui n'ont rien à voir avec la partie TI, IT, et il y a des gens qui viennent de l'IT et qui généralement ne regardent pas du tout la partie financière. Donc c'est une façon pour nous, vous voyez, d'avoir la double vue systématique de je vis dans un monde de business pour l'entreprise, je valorise ce que l'entreprise fait, et d'un côté je vis dans le monde des outils qui fabriquent les services ou les applications que je vais créer pour arriver à mes fins en tant qu'entreprise.
Donc il y a vraiment une réunion des deux, une convergence, si je puis dire, des deux points de vue qui vont être obligés de se parler. Pour pouvoir se parler, il faut qu'on ait la même langue. C'est la condition sine qua non. Si on ne se parle pas la même langue, on peut pas se comprendre. Donc c'est difficile d'avancer dans le même sens. Tout à fait. Puis c'est nouveau cette langue-là parce que dans l'ancien monde, on n'avait pas ces éléments-là qui étaient ouvertement discutés. Souvent, c'était même occulté à certains égards, donc ça ne permettait pas aux gens de maîtriser. Donc on amène dans un monde nouveau au sens où c'est deux solitudes qui maintenant doivent se réunir ensemble pour trouver une solution commune pour arriver aux objectifs de l'organisation. Tout à fait. C'est un changement qui est arrivé maintenant il y a une douzaine, quinzaine d'années avec la culture DevOps, qui est tu me l'as très bien dit, c'était même occulté, c'était même stratégique, genre fallait pas parler d'argent et tout. C'est une aberration en fait, ça n'a pas de sens parce que comment on peut discuter d'un choix stratégique ou technologique si on n'a pas conscience des coûts et de la valorisation que ça apporte derrière? Le seul moyen, c'est d'avoir tous les éléments en compte pour pouvoir discuter avec les personnes, pour pouvoir partager les points de vue, justement, en disant, mais de l'aspect financier, rentabilité, on pourrait faire ça de façon différente. Et de l'aspect technique, on peut dire, oui, mais moi, j'ai des contraintes qui m'est imposées parce que vous me dites, qui fait que j'ai un spectre de choix qui est peut-être très limité. Et donc, ça me permettra d'expliquer et de pouvoir, de pouvoir ensuite faire des choix. Donc, opérer, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris vers quoi on va, pourquoi on va ensemble, vers quoi on va, donc là, ici, c'est l'optimisation, faire des économies, essayer d'éviter les coûts, ok? Ben, on va voir comment on l'opère, c'est-à-dire on le met en place, comment ça se traduit. Qu'est-ce qu'on produit comme ressources au niveau des fournisseurs, chez les fournisseurs de cloud? Qu'est-ce que ça produit comme outil? Qu'est-ce que ça permet de vendre comme produit aux clients? Quelle valeur ça apporte? Et puis ensuite, on a l'optimisation, c'est-à-dire que dans une culture DevOps, dans une culture DevSecOps, dans une culture FinOps, dans une culture MLOps, toutes ces cultures-là, c'est une idée il y a rien de figé dans le temps. Comme je dis souvent quand je fais les formations, je dis ce que vous avez fait aujourd'hui sera déjà plus vrai demain. C'est-à-dire que, on bâtit plus, on l'a fait il y a des années, hein, en informatique, on bâtissait des systèmes, on touchait pas pendant 4 ans, ou 5 ans, ou 10 ans quasiment. On a fait des petits posts sur LinkedIn sur le sujet des produits qui n'évoluent plus. Hein. Mais ça a du sens dans certains contextes, mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas parce que le business, il change. En fait, les habitudes des utilisateurs changent, les habitudes des consommateurs changent, les demandes de notre gouvernement, de nos partenaires changent, la demande de stratégique interne de l'entreprise change. Donc, il nous faut pouvoir opérer ces changements. Et donc, l'optimisation, c'est trouver comment on accueille ces changements, comment on s'informe, comment on les opère. Vous voyez, en fait, ce sont des cycles constitués. L'agilité se fait par itération, par cycle répétitif. J'aime bien dire c'est un peu Sisyphe au travail, mais sauf que Sisyphe, il est condamné par les dieux et il y gagne rien. C'est tout, c'est sa torture perpétuelle. Pour ceux qui voient pas qui est Sisyphe, je vous envoie faire un peu de mythologie. Pour les autres, nous, ça a du sens parce qu'en fait, on répète pas pour le principe de répéter, on répète parce qu'on va essayer de faire mieux dans le sens, peut-être plus rentable, mieux peut-être pour que ce soit plus efficace pour nous, mieux peut-être pour moins se fatiguer aussi. Donc, il y a vraiment un travail d'optimisation dans beaucoup de sens. Et pour ça, évidemment, il faut qu'on ait un objectif commun. Ça se fait par une méthode, cet apprentissage-là, parce qu'on se dit souvent, et on l'a dit tout à l'heure, j'assiste, c'est un gros changement culturel, tout ça. Donc ça ne se fera pas en 3 jours. Et ça demande plusieurs mois, plusieurs années, parfois, à changer des cultures dans les entreprises. Donc on dit, il y a une expression, on dit, c'est crawl, walk, run. Comme les enfants. Quand on est bébé, on rampe d'abord, tout doucement, on y va pas à pas, on prend quelques repères, on essaye de les pratiquer au jour le jour et on voit comment on commence à guérir avec. Walk, on commence à mettre en perspective, à avoir un certain rythme de croisière et on commence à routiner, répéter les opérations et les améliorer. Et run, on fait tourner le business normalement et là on essaye de voir comment on vit sans remettre en cause le modèle, vous voyez? Il y a l'apprentissage et la découverte, puis la mise en place, puis ensuite le fait de le pratiquer tous les jours. Ouais, j'ai racheté là-dessus parce que l'analogie de l'enfance est très intéressante dans ce contexte-ci parce que l'enfant accepte de faire des erreurs parce que si l'enfant refusait de faire des erreurs, il finirait jamais par courir. Donc, on peut pas espérer d'arriver dans un état parfait. Donc, il faut accepter dans le processus qu'on va faire des erreurs, qu'on va apprendre de celles-ci et qu'on va avancer dans le temps avec ces erreurs-là. Et justement, pour améliorer, tu parlais de justement pousser notre roche constamment, cette roche-là, c'est juste un cycle d'apprentissage qui est pas punitive comme dans la mythologie, mais qui est un cycle d'amélioration continue dans lequel jour 1, c'est un peu, on rampe, ça va pas bien, puis tranquillement, comme l'enfant, en tombant, en faisant des erreurs, on progresse et on s'améliore. Et ce que je constate, c'est qu'il y a très peu d'organisations qui acceptent de faire des erreurs et dès lors, ils refusent le chemin de l'apprentissage et ils vont juste essayer de faire quelque chose qui ne fait pas tant de sens que ça au final. Oui, et il n'y aura pas le résultat tout de suite.
Comme tu l'as dit, on va faire des erreurs, faut le temps d'apprendre, faut le temps de se créer une culture, faut le temps de s'ajuster les uns les autres. Des fois, il y a des incompréhensions, même si on y travaille. Et il y a beaucoup de clients qui se lancent dans le FinOps ou dans le cloud public sans être accompagnés correctement. Moi, ça me désole à chaque fois quand on débarque chez les clients, qu'on voit qu'ils y sont, mais ils comprennent pas de quoi en fait il s'agit. Et on le voit, des clients qui te disent, je suis dans le cloud, mais je comprends pas en fait ce que je dois faire. Bah oui, parce qu'en fait, personne t'a expliqué. Et à un moment donné, tu t'es pas dit, ça pourrait être intéressant de passer par là. On l'a déjà déploré dans d'autres domaines. Aujourd'hui, on est face en 2024 à des adultes qui se comportent souvent justement comme des enfants impatients qui veulent aller direct au résultat sans passer par le temps. Alors, la notion de temps, justement, c'est la notion la plus importante. On l'avait dit la dernière fois et j'assisterai jamais au temps. Mais si vous me donnez une facture du cloud à regarder, je vais vous dire, moi, dans l'absolu, ça ne m'intéresse pas, en fait. Je m'en fous complètement de votre facture. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce que vous avez consommé, c'est le temps que vous avez consommé, ce que ça vous a desservi comme ressource. Donc, l'important pour moi, c'est ça. C'est les notions d'abord de temps, qui est vraiment la notion importante. On l'a dit tout à l'heure, on n'achète pas le cloud. On paye le service qu'on a consommé. Quand vous allez dans un restaurant, même si ça fait 20 ans que vous y allez tous les jours, vous ne possédez pas le restaurant. Vous ne possédez rien dans le restaurant. Vous avez juste l'habitude. Le cloud, c'est pareil. Vous avez le droit d'accès, comme à votre restaurant, à votre table. Ici, il y a des ressources informatiques que vous pouvez consommer. Voilà ce que c'est. C'est du temps. Et donc, le plus important pour nous, c'est la notion de temps. Le piège, je dirais, si je peux utiliser le terme, mais je voudrais pas qu'il soit trop péjoratif ou trop négatif ici, mais le piège du cloud, mais c'est vrai que c'est un piège, c'est que on arrive à facturer des services jusqu'à 5 chiffres après la virgule. Donc, c'est-à-dire qu'on a la sensation de payer des miettes, vraiment des poussières de sous, des poussières de piastres, voilà, vraiment des petits bouts d'euros par-ci par-là. On se dit, oh, c'est 3 fois rien. Sauf que 3 fois rien fois 3 millions par heure sur 30 jours, à la fin du mois, ça vous fait une montagne de poussière et ça fait une grosse facture. Et le problème qu'on a après, c'est qu'on se dit, si c'est plein de petits bouts de facture comme ça va être compliqué. Oui. Alors je vous le confirme, c'est vrai, mais c'est pas quand je dis c'est compliqué, c'est pas négatif, c'est juste être lucide sur la réalité. Oui, ça peut être compliqué si justement on ne s'est pas informé, si on ne s'est pas formé, si on n'a pas discuté sur ce qu'on attendait de tout ça et comment on va lui donner du sens. Et la notion la principale, c'est vraiment de regarder le temps consommé et non pas la ressource. Chez des fournisseurs comme Azure ou AWS ou Google, on n'achète jamais il y a rien de matériel définitif qui vous appartient. Ça reste chez vous en privé. Vous avez le droit, mais on ne fait que louer. Donc, à partir du moment où on loue, il faut qu'on ait conscience de qu'est-ce qui va me permettre de tirer une plus-value de ça. Donc, les 2 mots magiques qu'on avait dit la dernière fois, et j'insiste très lourdement là-dessus, et ces 2 mots magiques que j'utilise dans plein d'autres projets, c'est le mot besoin et valeur. Si on me parle de FinOps, si on me parle que de facture, moi, j'envoie balader le client. Je dis, mais je pense que t'es pas prêt, en fait, à discuter de tes factures. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tu veux pas leur donner du sens. Pour qu'une facture ait du sens, il faut qu'elle corresponde d'abord à un besoin, donc qui a été noté, c'est-à-dire que l'entreprise ou les gens dans l'entreprise disent au fait, nous, on a une nécessité de mettre en place ces éléments-là, sinon on ne peut pas délivrer nos produits et gagner de l'argent, parce que je rappelle que l'entreprise, son objectif, c'est ça, c'est gagner de l'argent. Et donc il faut que ça corresponde à un besoin connu de l'entreprise. Et ensuite, il faut que ça nous amène une valeur, c'est-à-dire que ça nous permette de gagner quelque chose à ça. Ça peut être des revenus financiers, directement. C'est-à-dire que si je mets en place ce site web, ça fait 2 millions d'users par heure et ça me fait tant de ventes par mois et ça me fait tant de milliers de dollars par an. Voilà, très bien. Et je mets en perspective. Ou la valeur, ça peut être de fournir un service, une disponibilité, un engagement, une qualité à d'autres. Bien sûr, il y a des dépenses qui se font aussi par nécessité technique ou par dette technique. C'est ce qu'on a. La dette technique, on en a parlé dans plusieurs modules. La dette technique, c'est tout ce que je fais, que je dépense, qui ne rapporte pas forcément de valeur, de plus-value. Dans ce cas-là, c'est une dépense par nécessité. Je donne l'exemple toujours. Une voiture, sa valeur, c'est de vous emmener d'un point A à un point B, votre char. La dette technique, c'est de passer du temps à la station-service pour remettre de l'essence dans le réservoir. C'est-à-dire qu'en fait, on en a besoin. Vous allez dire, mais je peux pas faire autrement. Non, vous avez raison. Je ne peux pas faire autrement. Et donc, ça veut dire qu'il faut que je trouve à valoriser ce moment où moi, je fais un effort, un acte qui me prend du temps, de la disponibilité, un savoir-faire pour pouvoir mettre le pistolet de la station-service dans le réservoir et mettre l'argent. Il faut savoir le faire. Si vous n'avez jamais fait, si personne ne vous a expliqué.
Donc tout ça, ça prend du temps, et donc il faut le valoriser. Un client pourrait vous dire, cette dette technique, moi j'en ai pas besoin, ça sert à rien, faut l'arrêter. Alors, si c'est une dette technique qui a lieu parce que on n'a pas fait le boulot correctement, on n'a pas optimisé, oui, on peut essayer de voir comment l'éliminer totalement. Mais il y a des dettes techniques dont on hérite par nécessité. Si vous voulez imprimer un document avec une imprimante, il faut de l'encre dans les cartouches, c'est tout. Donc à un moment donné, il faut changer l'encre des cartouches. Vous n'avez pas le choix. Donc, voir comment on valorise ça. Évidemment, vous allez dire, ouais, mais je passe pas mon temps à faire ça. Vous avez raison, je passe pas mon temps à remplir mon réservoir, je passe pas mon temps à remettre de l'encre dans les cartouches. Moi, je passe mon temps à utiliser le produit, mais de temps en temps, j'ai besoin de ça. Donc, ça va être une notion pour nous de prendre ça en compte et de le valoriser. Donc, il y aura ce que je consomme, pourquoi je le consomme, à quoi ça correspond et qu'est-ce que ça m'amène comme plus-value. Je le redis une fois de plus, une facture seule dans le cloud, moi, j'en m'en fous. C'est pas un indicateur fiable, parce que je ne sais pas, en fait, qu'est-ce qu'elle veut dire. Si vous me dites, mon cloud me coûte $1000 par mois, ouais, mais si ça génère $10 000 de revenus, je suis content. Si ça génère $100 de revenus, effectivement, j'ai un problème. Donc là, après, à moi de valoriser tous ces éléments-là. Donc, on avait présenté tous les concepts la dernière fois. Là, on va revenir, nous, plus sur comment on va permettre d'abord d'éviter des coûts. On va parler de cost avoidance, donc d'éviter les coûts ou d'améliorer les coûts. Puis après, on va voir les choix d'optimisation qui peuvent nous amener à revaloriser notre cloud. Alors, la question qu'on se pose souvent quand on fait du FinOps, c'est un peu comme quand on fait du DevOps ou du DevSecOps ou de la sécurité. C'est est-ce que c'est le boulot d'une personne? Et la réponse est souvent non, en fait. Elle est très très souvent non, parce que une personne qui fait un boulot qui concerne tout le monde, c'est un peu gênant. Parce qu'en fait, la facturation et le coût de chaque service, c'est l'histoire de chaque personne. C'est chaque personne qui consomme. Donc, si j'ai 14 projets en cours et 14 équipes, je peux pas avoir une seule personne qui partage ces 14 projets et qui va regarder la facture tous les jours de ces 14 projets en même temps. Non. Cette personne, les personnes qui font du FinOps ou qui, on va dire, le rôle majeur, c'est ceux qui vont aider à la création de la culture, à informer et à maintenir le niveau de conscience des éléments importants ou à aider, faciliter les choix. Mais il y aura quand même un partage de responsabilités avec les gens qui sont là. Alors, d'abord, le FinOps, dans un projet cloud public, ça s'intègre souvent à une autre équipe qu'on appelle le CCOE. Je sais pas s'il y en a qui connaissent déjà peut-être le terme, qui l'ont peut-être déjà entendu. Donc le CCOE, ça s'appelle le Cloud Center of Excellence. Donc c'est un terme un peu fancy pour dire voilà l'équipe cloud, mais c'est aussi pour rapporter à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un gros changement culturel. Donc ça veut dire que c'est pas comme quand on change de messagerie, quand on passe de Lotus à Exchange, c'est pas pareil. Là, on change la façon totale de travailler de l'entreprise. Donc ça a forcément un gros impact. Donc oui, il vous faut une équipe de pilotage de ça. Et cette équipe de pilotage, c'est pas une équipe de migration, c'est une équipe de pilotage du cloud qui va devoir rester l'équipe de pilotage du cloud à vie. Il y aura toujours une équipe de pilotage du cloud à partir du moment où on fait du cloud public. Et donc là, le pendant FinOps de ça, c'est une partie de l'équipe CCOE qui est spécialisée dans l'approche financière, mais toute l'équipe du CCOE a cette approche financière. Mais il y a une personne qui sera plus sur ce lien-là, qui fera le lien avec les équipes purement financières, et puis qui fera le lien aussi avec les IT. Le boulot du CCOE, il est assez large, le boulot du CCOE. Alors si je veux faire une petite liste, on a vendre des compétences et des concepts, évidemment. Être capable de fabriquer le reporting, ça c'est important, que ce sont les gens qui savent. C'est eux qui savent. C'est-à-dire que demain, si vous débarquez chez un client qui fait du cloud, c'est eux les sachants du cloud et de la culture cloud, et donc ils sont aptes à prendre les décisions. Ça veut dire qu'ils vont aussi être capables de faire des choix stratégiques et de les faire imposer à l'ensemble de l'entreprise. Le CCOE, par exemple, c'est lui qui va vous interdire l'usage d'un service qui serait non conforme et qui n'est pas négociable projet par projet. D'accord? Donc c'est vraiment une équipe centrale qui pilote l'ensemble comme une tour de contrôle et qui va s'occuper de prendre des grands choix. C'est eux qui vont créer la culture justement cloud et la culture pour le coup du cost et des responsabilités. C'est eux qui vont mettre en place la notion de landing zone. Donc landing zone, on en a parlé, il me semble, dans d'autres modules. On a parlé de la création d'un standard commun. C'est-à-dire que demain, quand j'arrive dans le cloud, les produits que je vais utiliser ou que je vais implémenter qui viennent de chez moi, ils répondent à des normes et des obligations légales qui viennent de mon pays, de mes contraintes législatives ou professionnelles. Et donc, moi, j'ai besoin de mettre en place ce cadre standard pour créer nos projets. Et donc, les landing zones, c'est ça, faire le camp de base, la zone d'accueil, et dans laquelle on peut avoir justement des pratiques, des outils de monitoring, des outils de log, des interdictions, des droits qui sont cadrés à l'avance et qui vont participer, bien sûr, à la prise de repères et à positionner ce standard
Et donc peut-être à positionner aussi un cadre référentiel qui va être fiable pour nous et sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Et puis pour aller plus loin, ça peut nous permettre de mettre en place des indicateurs clés, des alarmes et des systèmes qui seraient déjà prêts à l'avance en fait. On n'est pas obligé de tout réinventer à chaque projet. On peut au contraire justement se baser sur ce modèle. Le boulot du CCE, c'est donc évidemment de trouver les KPI, donc les Key Performance Indicators, c'est-à-dire les indicateurs clés qui ont du sens chez un client. On peut dire ouais mais moi je monitore le CPU, la mémoire. Ça c'est un indicateur, c'est une métrique technique, d'accord? Elle a de la valeur bien sûr, mais d'un client à l'autre, le seuil d'intérêt n'est pas le même. Par contre, un KPI, un indicateur clé de performance, c'est un indicateur de performance professionnelle, organisationnelle ou même business, qui va dire, c'est le summum du FinOps. Là, je fais la traduction. Le saint graal du FinOps, c'est d'arriver à aligner un coût de cloud avec des revenus business. Tu as aujourd'hui $7,000 de facture chez Amazon ou chez Azure qui fait ça, et ça se traduit en 30 000 paires de chaussures vendues par jour. Voilà, je dis une connerie comme ça, mais c'est juste pour que vous ayez une idée. Et arriver à faire le ratio entre l'un et l'autre est compliqué. Il est dedans. Seuls les clients les plus matures savent faire ça aussi. Mais c'est les clients justement qui sont capables de faire le lien en disant mais je suis capable de rattacher, vous voyez, la dépense au revenu et donc de lui donner un sens pleinement compris, maîtrisé. Ce qui est bien sûr difficile. On a bien sûr aussi tout ce qui est choix de préinvestissement. On l'avait dit la dernière fois, par exemple, on avait parlé de volume qu'on peut acheter chez les fournisseurs, on peut préinvestir certaines options volontairement. Là aussi, c'est le CCE qui le fait. Alors, en le collectant, bien sûr, auprès de chaque équipe, et puis ensuite de façon centralisée. Mais c'est un peu comme quand vous faites les courses. Imaginons que vous avez été très, très sportif dans votre vie, que vous avez 17 enfants, voilà. Et donc, vous avez beaucoup d'enfants, vous faites les courses, vous allez demander ce que chaque enfant veut et vous allez aller chercher à Best Buy ou je sais pas à Wholesale des gros volumes de produits pour pouvoir alimenter vos enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez collecter les besoins des uns des autres, vous n'allez pas prendre des parts unitaires pour chacun, vous allez acheter un gros volume pour l'ensemble du groupe directement pour pouvoir avoir un effet de volume. Donc là aussi, ce sont des choix et des décisions qui peuvent être faits au niveau du CCE. Le CCE a cette conscience de l'usage global. Quel est l'intérêt? L'intérêt de ça, c'est que quand vous préinvestissez pour un projet sur une ressource, imaginez que ce projet, en fait, n'est pas le rythme prévu et que la ressource préinvestie ne soit pas utilisée. Si personne d'autre ne l'utilise, c'est de la perte. Donc, c'est pas du tout rentable. Un CCE est capable d'acheter des gros volumes et de dire, oui, pour tel projet, je vous l'ai donné, mais en fait, c'est une mutualisation de préinvestissement qui peuvent être utilisés par plusieurs populations à la fois afin justement de rentabiliser cette option-là. On a évidemment aussi tout ce qui est l'unbladed approach. Alors l'unbladed approach, je vais pas la faire ici de façon détaillée, ce serait vraiment quelque chose de technique, c'est des choses qu'on fait dans les ateliers. Pour synthétiser, justement, c'est la traduction de ça, c'est que si moi j'achète de façon globale pour tout un groupe de population, mais que je donne une visibilité de la facturation individuelle à chacun d'entre eux et pas la façon globale, moi je peux faire des effets de volume que eux ne voient pas. Donc c'est l'approche, mutualisée, rentabilisée à grande échelle. Ce qu'on n'est pas obligé de partager à petite échelle. Il y a les coûts amortis, etc. Et puis il y a les bonnes pratiques. Donc le FinOps, ça fait partie du CCE. Donc si demain vous dites tiens, moi je vais faire du FinOps, ça devient ma spécialité, et vous arrivez dans une entreprise, il n'y a pas de CCE, vous êtes mal barré, comme on dit en France. Voilà, vous êtes très mal parti. Parce que ça veut dire qu'en fait, on va compter sur vous pour faire plein de trucs, y compris des choses qui sont inhérentes au CCE et donc qui ne sont pas forcément votre métier. Je le redis, ça ne peut pas être une seule personne. C'est beaucoup trop de responsabilités. Ça ne fonctionnera pas. Vous n'arriverez pas à tenir le rythme, même dans une petite structure. C'est trop compliqué. Il y a trop de choix. Après, il y a trop de décisions et trop de responsabilités. Donc, à un moment donné, il faut que ce soit une équipe de responsabilité. On s'appuie aussi pour le mettre en place sur les best practices de l'architecture. C'est tout simple. Parce qu'en fait, les best practices de l'architecture se soucient justement du cost. Et on fait référence, par exemple, à un modèle qu'on retrouve chez Amazon, chez Azure ou chez GCP aujourd'hui, qu'on appelle la Well Architect Framework. Donc la Well Architect Framework, c'est une grille de lecture qui va sur 6 piliers. Moi, je vais en parler que de 5 ici. Le 6e, c'est le côté greenwashing. Je vais pas aller dedans. Je n'ai vraiment pas du tout envie d'en parler ici. On parle des piliers de sécurité. On parle des piliers de résilience. Donc security, reliability. On parle des piliers de performance efficacité, donc performance efficiency. On parle des piliers d'excellence opérationnelle, donc operational excellence. Et on parle du pilier de cost optimization, donc optimisation de coûts. Et quand on voit la Well Architect Framework, on s'aperçoit qu'en fait, c'est une grille de lecture qui permet d'interroger tous les choix qu'on fait.
Alors, souvent, je donne un exemple, je le reprends d'ici, assez rapidement, mais pour qu'on puisse comprendre. Si par exemple, vous avez un projet demain à mettre en place, une nouvelle application, on vous dit, il faut chiffrer les données. Chiffrer les données, on se dit, bon, bah, le chiffrement, moi, de ce que je sache, c'est une notion de sécurité. Donc, c'est le pilier de la sécurité qui nous impose cette norme. En plus, tu m'as dit, il faut chiffrer. C'est pas une discussion c'est pas un sujet ouvert à la négociation. Non, on chiffre. D'accord. Et pour autant, chiffrer les données, ça a un impact sur les 5 piliers qu'on vient de voir. Si je chiffre les données, je fais des opérations de compute en plus. Donc, ça a un impact de performance et de cost. Qui dit chiffrer les données, ça veut dire aussi avoir un outil de gestion de clés de chiffrement, ce qu'on appelle un HSM. Sauf qu'un HSM, si moi j'en ai pas, il faut que je fasse l'acquisition. Ça peut être un service manager, ça peut être un produit tierce. Donc là encore, on a une histoire de cost. Vous voyez? Et puis, si je me mets à chiffrer les données partout sur toutes mes applications, je me doute bien qu'il va falloir que je maintienne ce niveau de chiffrement partout dans l'ensemble. Donc, ça parlera d'excellence opérationnelle ou de continuité opérationnelle. Comment je maintiens ce niveau de continuité? Comment je m'assure que tout le monde est capable de chiffrer et déchiffrer dans des bonnes conditions? Et en cas de panne de l'outil de chiffrement, comment je fais? Donc, résilience, vous voyez? Parce que même si le choix a été fait sur un axe particulier qui est imposé, je prends conscience que ça a quand même un impact sur le coût, la résilience. Et donc, si demain vous me dites, moi je fais du FinOps et mon objectif c'est de dépenser le moins possible, non, votre objectif c'est pas de dépenser le moins possible. Votre objectif c'est d'optimiser. Et donc là aussi c'est une notion que je vais amener en avant. On a beaucoup de clients qui se font avoir avec ça. Le FinOps c'est pas faire des économies dans l'absolu, parce que dans ce cas-là, ne consommer rien, c'est la plus belle économie. Voilà. Non, le FinOps c'est trouver toujours entre la dépense et la valeur, quel est le meilleur choix qui s'adapte. Et donc, on se doute bien qu'il n'y a pas on fait très rarement un choix purement sur la facture. Sinon, vous prenez toujours le moins cher, et c'est le moins efficace, c'est le moins résilient, c'est le moins performant, et vous le savez, enfin, voilà. J'ai à vouloir faire des économies, et on finit par ne plus rien avoir qui tourne, quoi. Donc, en tout cas, la Well Architect Framework est important. C'est notre notion, c'est une notion de référence parce qu'il n'y a pas de notion d'économie pure qui existerait tout seul. Alors, on avait mis en garde la dernière fois aussi sur la prédictivité du coût. Donc, c'est un challenge qu'on a souvent. C'est-à-dire qu'on a des clients qui ont l'habitude d'acheter du matériel depuis des années, des licences sur des années, et d'investir massivement des gros paquets d'argent sur une fois et de le rentabiliser sur le temps. Sauf qu'ici, on n'a pas de prédictivité possible du cloud. Pourquoi? Parce que on est sur un modèle où on consomme à la volée ce qu'on a besoin. On avait dit dans la fois précédente aussi que oui, mais quand même, il y a une prédictivité d'une certaine partie, parce que moi, mon architecture ne change pas trop. Enfin, j'en sais rien si elle change beaucoup ou pas. Donc oui, je peux entendre qu'il y ait peut-être une partie qui soit relativement stable. Ok. C'est une partie prédictive. Ok. Rien ne me dit que les fournisseurs de cloud ne veulent pas changer de tarif. Et si c'est prédictif, rien ne me dit qu'à un moment donné, je vais pas remettre en cause ces modèles et que je vais pas changer les unités, par exemple, sur le fait. Peut-être que vous avez aujourd'hui un modèle où vous utilisez des machines virtuelles de telle taille et que dans 3 ans, vous allez décider de les remettre en cause. Donc la prédictivité, elle est là aussi, somme toute relative. Mais il y a surtout beaucoup de variabilité dans le cloud. C'est-à-dire que ce que je consomme, là encore, n'oubliez pas, c'est pas de la ressource, c'est du temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je consomme beaucoup de ressources. Et puis 10 minutes après, j'en consomme moins. Puis la nuit suivante, j'en consomme beaucoup, beaucoup moins. Et puis ensuite, 3 mois après, d'un seul coup, je me mets à en consommer beaucoup plus pour pour répondre à un besoin. Un besoin que je peux connaître à l'avance ou que je ne connais pas à l'avance. Donc n'oubliez pas que la variabilité, elle est très, très forte. Donc essayez de prédire la variabilité. Comment dire poliment? À un moment donné, il faut arrêter de rêver, c'est tout. Des fois, il faut dire je ne sais pas, c'est tout. C'est pas grave. On a beaucoup de clients qui ont beaucoup de mal avec ça. Et puis je rappelle qu'il y a tout ce qui est les coûts futurs, c'est-à-dire les coûts qui n'existent pas aujourd'hui. Donc les coûts des services qui n'existent pas encore, par exemple. Donc ça fait partie des choses qu'on voit souvent. Les clients qui essayent de vous dire ouais mais moi il faut que je prenne ça en compte. Non, j'entends que vous avez envie, j'entends que c'est votre habitude et je comprends que vous soyez dans le désarroi face à l'impossibilité de le faire. Mais il faut être réaliste. Nous ne pourrons pas prédire le coût du cloud 3 ans à l'avance. Donc notre boulot à nous, c'est de créer, là encore, dans la culture, quand on informe, cette conscience que la facture d'un cloud, ça se regarde en temps réel et ça se justifie en temps réel. Et donc on a besoin d'éléments de visualisation, de compréhension. Alors, j'aime beaucoup cette affirmation ensuite. On a ce besoin, on a des clients qui disent « Ouais, mais moi, je veux pas que ça dépense trop d'un coup. » Donc, il faut que ça s'arrête net. Je comprends la demande, elle a du sens, ça me fait beaucoup rire à chaque fois parce qu'en fait, c'est une mauvaise traduction d'un vrai besoin. Comment on arrête net la facture d'un cloud?
On va me dire, il suffit d'éteindre. Non! Si vous éteignez une machine virtuelle, par exemple chez Amazon, le disque dur, vous continuez à le payer. Donc, si vous voulez arrêter vraiment de dépenser, il faut détruire la machine. Comment on arrête net la facture d'un stockage en mode objet chez Amazon ou chez Azure? Il faut détruire tout le contenu. Donc, en fait, la question que je pose dans ce cas-là à la personne, souvent je le fais de façon provocante, je fais, pourquoi t'attends d'être dans le mur pour réagir? Parce qu'en fait, la question, c'est comme si on me disait, j'ai pas envie de regarder le truc, j'ai pas envie de me responsabiliser, et quand j'ai fait une connerie, que je vais trop loin, je veux que ça s'arrête net. Je fais, non, si je veux que ça s'arrête, je m'arrête avant. Donc ça veut dire qu'il va falloir, là encore, changer, et c'est une mauvaise habitude qu'on connaît très bien, hein. Et elle est très, très, très répandue. Donc ça veut dire qu'on va se battre contre cette mauvaise habitude, dire non, nous, on va monitorer, donner du sens, et puis mettre en place des systèmes d'alerte. Par exemple, chez Amazon, ça peut s'appeler AWS Budget, où on met en place des budgets avec des valeurs référencées sur une durée, et on dit, je crée des systèmes d'alarme quand j'arrive à un tel pourcentage de telle consommation, qui me permet de prévenir les gens. L'être humain est intelligent quand on le prend pour quelqu'un d'intelligent. Donc, quand on donne l'information, et c'est du vécu, ça se traduit par une vraie conscience. La plupart des équipes sont tout à fait d'abord, la plupart des équipes sont contentes qu'on leur partage l'information, parce qu'elles sont contentes de pouvoir mesurer combien coûtent leurs outils, combien coûtent leurs pratiques. Souvent, ils n'en ont pas conscience. Et donc, on a un jeu comme ça de prise de conscience qui va faire que les gens vont devenir responsables de ce qu'ils sont en train de consommer, et ils le voient en temps réel. Peut-être que cette facture est en train d'augmenter parce il y a des aspects qu'on n'a pas vus. C'est peut-être un moyen pour nous de nous informer de quelque chose de très important qui va nous permettre d'améliorer notre compréhension de l'outil et puis d'améliorer l'optimisation. Peut-être que ça se trouve, on a juste mal estimé le budget et qu'il faut qu'on négocie avec notre équipe pour voir si on peut revoir le budget. Et peut-être que cette dépense qui survient n'est pas très grave en soi. Elle doit être justifiée simplement. Et on n'attend pas d'être dans le mur. Attention, c'est la petite blague, c'est que quand on fait ça, on a des clients qui continuent à le faire, c'est-à-dire qu'ils mettent ça en place, qu'ils ont plein d'alarmes, mais ils en tiennent pas compte. Et à la fin du mois, ils gueulent. Et ils disent, je comprends pas, ça me coûte quand même très cher. Je dis, moi, je comprends. C'est que t'as pas envie de faire ton boulot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va te remplacer par une IA. Voilà, ça ira plus vite dans ce cas-là. Hein. On a des meilleurs résultats, oui. Mais effectivement, c'est un changement de culture. Pas de frapper le mur, ça, c'est un peu coco de le faire comme ça. Mais c'est un changement de culture parce que sur site, on pouvait, c'est cette réflexion-là que tout est comme arrête. Puis encore là, tu mentionnes d'arrêter, mais disons qu'on a une plateforme de vente en ligne, on dépasse la capacité dans le chose qu'on fait et on l'arrête subitement. Subitement, il n'y a plus de revenus également. Fait qu'il y a un peu de manque de réflexion globale associée à ce genre de choses-là. Puis ça me fait rire également parce que c'est une incompréhension de tout, là. C'est comme si excusez, les villes arrêtaient de faire fonctionner le système d'autobus parce que on a dépassé nos budgets d'opération, pouf, plus d'autobus jusqu'à la fin du mois. C'est un peu fou comme réflexion, fait que ça devient un absurde. J'utilise des images un peu extrêmes pour essayer de ramener cette compréhension-là dans la tête des gens que on n'est pas exactement dans la même chose. On consomme un service, donc si on l'arrête subitement, ça tout arrête avec, là. Oui, et pour que ce soit utile, il faut ensuite qu'on redonne du sens. Alors, on parle de chargeback, de showback, c'est deux notions qu'on retrouve souvent quand on fait du financement, enfin tout le temps même. C'est-à-dire chargeback, showback. Le chargeback, c'est réattribuer une dépense à une personne responsable de cette dépense. Donc, c'est être capable de prendre, je sais pas, mes $7,000 de facture par mois et de dire sur ces 7,000, il y a tant de dollars qui vont à tel projet, tant de dollars qui vont à telle équipe. Comme je dis souvent, il n'y a pas de dollars, il n'y a pas de cost qui ne devrait pas avoir de propriétaire. C'est impossible. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut réattribuer la facturation à quelqu'un. Et le showback, c'est regarder le détail ensuite de ce montant-là en disant, t'as dépensé ça. Qu'est-ce que toi, tu peux m'en parler? Avec quel projet ça a été fait? Pourquoi il y a cette dépense-là? Est-ce que là, tu me dis, oui, mais ça correspond aux besoins que vous m'avez formulés, c'est exactement. Là aussi, hein, comme tu dis, le besoin que les bus tournent dans une ville, c'est de transporter les gens, c'est pas de respecter un budget. Si le budget est dépensé, il faut qu'on discute, qu'on réfléchisse à pourquoi. Mais l'arrêté net, effectivement, n'a pas de sens. Et souvent, c'est très drôle parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une approche que j'ai connue avec les TI, moi, pendant des années, où on parlait des TI tout seul entre gens des TI. Mais t'as conscience qu'on est là parce qu'il y a une entreprise qui a besoin de nous. Si cette entreprise demain n'existe plus, on s'en fout de ton boulot. On s'en fout de ce que tu fais.
Au demeurant, on te respecte, on t'aime bien en tant que personne, mais dans l'absolu, faut comprendre que l'objectif à atteindre là, c'est de mettre en moyen les outils pour que ça fonctionne et qu'il y ait des revenus. Donc c'est la même chose ici. Le but de cette facture, c'est pas juste dire il y a une facture, on arrête. C'est de lui donner du sens pour essayer de comprendre où on en est et peut-être de réajuster, ou peut-être des stratégies économiques, des stratégies de valorisation. On peut avoir un problème ensuite de sensibilisation à l'économie. C'est-à-dire que pourquoi un employé ferait des économies dans son entreprise si après tout c'est que son boulot à lui, c'est pas chez lui quoi, je veux dire, c'est pas son argent à lui ou à elle. Donc cette personne, elle a le droit de s'en foutre, de dire moi tu me demandes de faire un boulot, combien ça coûte, je m'en branle, enfin, pardon, je m'en fous pour rester poli, mais voilà, elle peut te dire, moi c'est pas mon taf, c'est pas mon travail, donc pourquoi tu voudrais être concerné par ça? Donc il y a un moyen de rendre les gens sensibles. Et comme je disais à un pote, il me disait si tu veux que les employés se sentent comme chez eux et traitent l'endroit comme l'endroit où ils sont comme chez eux, traite-les comme s'ils étaient chez eux aussi, quoi. Ne leur donne pas juste des ordres en disant fais-le. Donne-leur une façon de retrouver une valeur de ce qu'on a fait ici. Alors, on est en train de demander aux employés de faire des économies. Quel est le meilleur moyen de les motiver? C'est que une part de ces économies reviennent dans leur poche d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais ça fonctionne. Donc, si vous dites, non, mais moi, je peux pas faire ça ou je veux pas faire ça, je veux juste leur donner l'ordre, je veux qu'ils aient des objectifs, vous allez vous planter, c'est tout. En fait, on le sait très bien, faut arrêter d'être stupide. À un moment donné, on sait très bien que si on force les gens à faire, il y en a qui vont suivre, mais pas la moitié. Et vous aurez pas le résultat escompté. Le meilleur moyen, c'est de les inclure dans le process en disant, la carotte au bout du chemin, du bâton, c'est, si tu fais cet effort-là, moi, je t'en redonne une partie. Ça peut être d'abord un bonus financier. Il y a des entreprises qui font ça. On vous redonne. Je sais pas, imaginez qu'une équipe a fait économiser $1 400 sur un mois. On peut bien leur refiler $400 de bonus à se partager entre 3 personnes. C'est plutôt légitime, ça se fait. Si vous dites, ouais, mais moi, j'ai pas le droit de leur donner d'argent comme ça, c'est très du détournement d'argent public, c'est pas grave. Vous pouvez prendre l'argent pour leur attribuer en tant qu'argent pour un projet qui est peut-être moins prioritaire. Vous pouvez dire, ceux qui feront la meilleure économie pourront me soumettre à un autre projet qui n'est pas prioritaire, auquel on réattribuera cet volume d'argent comme argent prioritaire pour ce projet-là. Ça peut être des bonus sous forme de vacances, de congés en plus, une soirée où on invite les employés, on mange bien, on boit bien, enfin, ce que vous voulez. Et trouver un moyen de rendre aux gens qui ont fait l'effort le bénéfice de ça. Ça se fait dans les entreprises qui font des gros revenus, en dehors du FinOps. Là, en France, il y a une grosse entreprise d'automobile qui a fait des gros revenus cette année. Ils vont verser des primes de 4 à 6 000 euros à leurs employés, à tous les employés. Voilà. Oui, c'est normal. Vous avez fait le boulot. On a conscience que sans vous, la boîte n'existerait pas, on ne servirait à rien. Je rappelle à tous les patrons d'entreprise que tout seul, vous ne servez à rien. Sans vos employés, vous n'êtes rien. Donc, on leur donne une partie de l'argent. C'est légitime. Ils ont fait l'effort pour nous. Le minimum, c'est qu'on leur redonne une partie de ce bénéfice. Ils ont fait l'effort. Et plus ça va avoir lieu, plus c'est réel, plus les gens vont le faire. Bien sûr qu'il y aura toujours des gens récalcitrants, mais c'est pas grave, vous savez qui virer maintenant. Toi tu dégages, c'est pas grave. Tu veux pas de bonus, tu veux jouer au con, tu sais quoi, tu vas aller jouer au con tout seul chez toi. Ça arrive, c'est pas grave, écoutez, on n'est pas obligé de gérer ça non plus. Ou on peut leur parler, on peut leur faire comprendre, essayer de comprendre pourquoi ils agissent dans ce sens-là. En général, après on a des effets de groupe, Dans une équipe, s'il y en a 4 qui peuvent toucher un bonus et le 5e qui lutte, je vais mettre les autres, tu vas dire, mais t'es gentil, tu vas arrêter de nous embêter, c'est du sabotage. Après, c'est un comportement qui professionnellement ne s'excuse pas. On est sur quelqu'un qui va à l'encontre des intérêts de l'entreprise et des employés qui vont avec. Donc en général, ça serait bien. Mais pensez à ça. Les gens vont pas faire des économies parce que c'est beau. Ils vont faire des économies parce que c'est palpable pour eux, que ça leur donne quelque chose, qu'ils ont une valeur ajoutée à le faire. Donc, partagez cette richesse de fait. On a ensuite d'autres éléments à prendre en compte. Alors, bon, le temps nous est compté, on va pas y passer trop de temps. On aurait des moyens de monitorer tout ça, à mettre en place. Donc là, il faudra y voir sur une approche technique et je vous invite à venir nous voir, à nous solliciter si vous voulez qu'on fasse cette partie-là. On pourrait faire un tour des présentations techniques. On a des outils de recommandation, on a la facture, on a les outils de billing, on a des outils de conseil qui existent chez tous les éditeurs. Nous, ce qui nous intéresse après, c'est comprendre quand même où est-ce qu'on peut tirer les meilleures opportunités, comment on peut améliorer les choses. Donc, on avait dit la dernière fois qu'on peut faire des économies d'abord parce qu'il y a des options comme le free tier. Donc, chez chaque fournisseur de cloud, il y a une petite partie de gratuit.
vous savez qu'il n'y a jamais vraiment de gratuité, ou je dirais c'est comme les dealers qui vendent de la drogue, la première dose est gratuite pour essayer de vous habituer, mais c'est stratégique, on sait que c'est du marketing, on sait que ça fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va vous attirer sur une petite, sur un petit volume pour pouvoir vous faire la main. Et c'est essentiel, c'est normal, et on peut jouer avec ça. Dans une facture qui est granulaire, 5 chiffres après la virgule, cette gratuité, elle compte, elle fait partie d'une forme d'économie, elle est là, je vais pas cracher dessus. Je l'ai, tant qu'à faire, je vais l'utiliser. On a aussi les effets de volume, on en avait parlé la dernière fois, on sait qu'il y a des services qu'on peut consommer et dont le prix unitaire descend au fur et à mesure de la consommation. C'est vrai, par exemple, pour tout ce qui est stockage en mode objet, que ce soit chez Azure ou chez Amazon, on a le cas, ce qui est S3 ou Azure Blob, on a les services qui sont capables d'être consommés. Plus vous consommez, plus le prix à l'unité va descendre par palier. Vous allez me dire, ouais, mais ça me force à consommer. Non, ça vous force pas à consommer, c'est juste que la consommation, elle est là, de toute façon. Donc, à un moment donné, il vaut mieux mutualiser cet effort commun et de faire une facture globale de tout ce service à l'échelle de l'entreprise pour dire, de toute façon, on est à 400 Tera. Donc, les 400 Tera, si je les distribue chacun dans son coin, je vais les payer au prix fort unitaire. Si je les réunis dans une seule équipe, je vais commencer à faire descendre le prix du volume. Donc, moi, tant qu'à faire cette information, j'en ai besoin. On peut prépayer à l'avance. Alors, ça existe, bien sûr, pour certains services. On peut s'engager sur des volumétries à l'avance pour faire des économies. Et le service, enfin le sujet où on s'engage le plus souvent, c'est le compute, c'est-à-dire le temps de calcul. Que ce soit les EC2, les VM, que ce soit chez Azure aussi ou chez Google, on a le principe, que ce soit les services, les fonctions as a service, ce genre ça, on peut le faire. Attention, l'idée elle est importante, elle est intéressante de dire, moi je dis aux fournisseurs de cloud, je vais rester fidèle à vous, je vais m'engager en forme de loyauté sur 1 an ou 3 ans, en l'échange d'une remise. Alors bien sûr, comme m'a dit le patron d'une entreprise l'année dernière, il me dit, tu sais, moi, je fais pas ça pour couler dans 3 ans. Donc, j'espère être là dans 3 ans. Par contre, je comprends bien qu'effectivement, 1 an ou 3 ans, c'est pas du tout les mêmes durées. 3 ans, c'est fait pour une entreprise qui est déjà très solide, qui a déjà une visibilité historique de sa propre continuité. Donc, 3 ans, c'est long. 3 ans dans le cloud, je dis souvent, c'est 3 fois l'éternité. C'est très, très long, cette échelle de temps. Mais pourquoi pas, si j'ai cette possibilité de m'engager. Attention, je vous invite, moi, en tant que FinOps, à aller vers les options qui vous engagent le moins. Il y a des options très statiques qui font faire de très belles économies, mais qui sont très statiques. Les options statiques, comme je dis souvent, c'est comme quand vous dites « je vais louer une chambre d'hôtel pendant 1 an d'affilée ». Le problème, c'est que cette approche vous oblige à payer toutes les nuits, même celles où vous dormez pas. Une option plus souple, ce serait de dire à l'hôtel « je voudrais t'acheter 30 nuitées que je vais consommer quand j'ai envie. Ça peut être 30 chambres en une nuit, ça peut être 30 nuits pour une seule chambre, ça peut être 30 d'un coup, ça peut être 30 séparés dans l'année, nuit par nuit, ce que vous voulez. Ça, c'est plus souple. Donc, méfiez-vous des options qui vous engagent trop dans le temps. C'est comme l'abonnement à la salle de sport. Quand on achète 1 an d'abonnement à la salle de sport à l'avance, c'est moins cher, sauf que si on n'y va que 3 mois, c'est plus cher. Parce que finalement, on n'aura pas consommé assez de volume pour que ce soit rentable par rapport au prix qu'on va payer sur le volume annuel. Donc faites attention à ça. C'est le côté GOLO, my process, c'est-à-dire que les clients se jettent sur l'acquisition, acheter d'un coup. Comme ça, ils ont la sensation de posséder la ressource. Vous ne possédez jamais de ressources chez les fournisseurs de cloud. J'insiste, c'est une illusion. Vous possédez du temps. Vous achetez des volumes de temps. Et donc, il est important de garder ces notions de temps de côté. Et puis on a des options de flexibilité, de grosse volatilité, par exemple comme le spot chez Amazon, où on a des prix très 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 bas, avec le contre-coup que c'est lié à l'occupation réelle, avec donc des challenges de possibilité de perdre la ressource. À nous de voir. Tout ça, c'est des choses qu'on avait présentées. Mais vraiment le plus essentiel, c'est de regarder vraiment la consommation de temps. On a d'autres considérations qu'on pourrait prendre en compte, les options de stockage, base de données, etc. On va plutôt aller ensuite voir comment on peut améliorer tout ça. Donc là, c'est comment on pourrait éviter certaines dépenses avec les volumes en choisissant la bonne solution. On va voir maintenant qu'on peut optimiser. Alors, l'optimisation, on peut la résumer de façon très très simple. L'optimisation en FinOps, c'est l'optimisation du cloud public. Et donc ça, oui, comme les deux sont nés ensemble, finalement, c'est des options qu'on a déjà dans le cloud public, qu'on dit à tous nos clients. Et souvent, c'est une partie qu'on découvre moins, parce qu'on se dit, en fait, c'est des trucs qu'on nous avait dit à faire dans du cloud public pour le principe déjà. Oui, mais le bénéfice, c'est que ça nous permet d'améliorer aussi la facturation. On va, donc, pour synthétiser ici et clore là-dessus, on va citer, on va dire, alors je sais plus si c'est 9 ou 10, pardon, j'ai plus la liste en tête. On va voir d'abord le bon dimensionnement. Donc, choisir la bonne taille. Me faites pas des grosses VM juste pour compenser.
des problématiques physiologiques qui vous appartiendraient, je ne juge personne. Mais une grosse VM, c'est une grosse facture. Si je ne peux pas la justifier, c'est de l'argent perdu. Donc le dimensionnement est toujours très, très, très important. Le sizing est toujours important. Ensuite, on a le temps consommé, donc l'échelle de temps à laquelle on travaille. Si vous avez un produit qui est utilisé 3 heures par jour et vous en avez besoin tous les jours, vous allez avoir 90% des clients qui vous le laissent allumer 24 heures sur 24. À la lumière de tout ce qu'on vient de dire, vous allez me dire, mais c'est pas complètement con? Oui, c'est complètement con. J'ai pas d'autre mot pour vous faire prendre conscience à quel point c'est con. Parce qu'en fait, moi, si j'ai besoin de la lumière chez moi 3 heures par jour, je la laisse pas allumer jour et nuit. Et ben dans le cloud, ça devrait être pareil. Et pourtant, on a encore cette sale habitude en 2024 d'avoir des outils qui sont allumés tout le temps pour rien. Le client qui vous fait des choix de technologie qui passent par la présentation de produits allumés pour rien à attendre. Vous faites un batch, vous allumez la puissance de calcul. Votre batch, il est fini. Vous détruisez la puissance de calcul. Oui, mais j'en aurai besoin plus tard. Et alors, on rallumera, on recréera plus tard. Pourquoi tu veux conserver? Pourquoi? Justifie-moi pourquoi. Si vous avez un projet comme ça et qu'on vous tient tête, dites, mais pourquoi? Ça adresse quoi? 2 fois sur 3, la personne que vous avez en face de vous, normalement, vous allez voir qu'elle vous parle d'intérêt personnel, de choses personnelles qui ne concernent pas du tout le boulot, qui n'a rien à voir. Elle a peur d'un truc qui se passerait si on déploie, si l'application n'est pas tout le temps là. Je prends souvent cette image pour finir sur la notion de temps. Vous confondez serveur et service. Vous avez, alors en France, on a très peu, mais aux États-Unis, vous avez des restaurants ouverts 24 heures sur 24. Vous croyez que les serveuses et serveurs qui sont dedans, ils travaillent 24 sur 24? Bah non. C'est-à-dire que le service du restaurant est ouvert tout le temps, mais on a des serveurs et serveuses qui tournent dedans, qui se remplacent les uns les autres. Donc c'est pas parce qu'une VM est éteinte ou elle est morte que votre service n'existe pas ailleurs. Et donc là aussi, cette conceptualisation, elle est folle en fait, parce que quand on y réfléchit bien, au bout de quelques minutes, on se dit mais oui, t'as raison, c'est même stupide de penser autrement. Et pourtant, on a plein de clients qui arrivent avec cette logique de non, il faut que les VM existent tout le temps. Non, il faut que votre service soit rendu tout le temps. Cette VM ou cette VM, on s'en fout laquelle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste que ce soit disponible tout le temps. Donc, on a le temps, l'exécution qui est très important. On a l'élasticité. L'élasticité, c'est comment s'adapter, justement, qui sera lié à la scalabilité, comment s'adapter aux besoins d'adaptation à la charge. Et l'adaptation à la charge, c'est pas juste rajouter des ressources en plus, c'est aussi les enlever quand j'en ai plus besoin. Ou faire même disparaître. C'est ça, l'élasticité. L'élasticité, ça se pense. Ça se design. Ça se design au niveau applicatif. Ça se design au niveau de l'infrastructure. Et là encore, on a plein de clients qui vous disent, moi, il me faut tant de serveurs. Non. Il faut quelle surface d'exécution au moment où tu en as besoin et c'est quoi tes moments de besoin. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait l'idée de planification, qu'on ait l'idée de changement de dimension. Donc, l'élasticité et la scalabilité, ça se justifie, ça se réfléchit à l'avant. Ça adresse d'autres besoins qui sont la résilience, la sécurité, par l'accessibilité. Une application qui n'est pas élastique, la moindre attaque DDoS, elle est morte. Une application qui est élastique et scalable, en attaque DDoS, elle survit. Vous voyez qu'en fait, on est sur des champs, là encore, ou à l'Architect Framework, on est sur des piliers qui sont communs, qui adressent des besoins communs. Donc en faisant cette réflexion-là, en amenant cette valorisation-là, on fait pas que faire une économie financière, on adresse aussi d'autres besoins qui vont nous permettre d'être disponibles. Étant disponible, on a une meilleure réputation, on va peut-être rajouter des revenus. Enfin, tout ça, c'est lié. Il n'y a pas de décision technique qui soit indépendante, ça n'existe pas. On a ensuite l'automatisation. Alors l'automatisation, ça ne veut pas dire que les automates font tout pour nous, ils n'ont fait plus rien et on nous dégage. Ça, c'est faux. Je rappelle que les IA sont complètement connes. Les IA sont des logiciels automatiques, statistiques, de plagiat, par exemple, les IA génératives, c'est tout. Hein. Donc ça ne sert qu'à ça. Une IA, si vous l'enlevez sa donnée d'origine, elle est conne comme ses pieds. Elle ne sait rien faire. Donc les outils d'automatisation dans le cloud, c'est pareil, ils sont stupides de base. Ils sont juste là pour nous aider à faire des tâches qui sont peu valorisantes. Si vous faites 100 000 tâches par jour à la main, ça n'a aucune valeur. Je suis désolé, votre boulot n'a aucune valeur. Et même pour vous, à titre personnel, j'ai beaucoup d'empathie pour vous parce que vous devez avoir une vie très triste. Donc, si votre boulot peut être remplacé par une ligne de commande, qu'on répète 1000 fois par jour, alors c'est que votre boulot n'a pas d'intérêt. Donc, autant qu'on vous mette à un endroit où vous avez de l'intérêt. C'est-à-dire, ouais, mais moi, j'ai l'intérêt où? Ben, j'ai de l'intérêt dans la justification des changements, par exemple. Un outil qui rajoute, qui enlève des VM, on n'a pas d'intérêt, on n'a aucune valeur à le faire à la main parce que c'est très facile à faire automatiquement. Par contre, essayez de comprendre pourquoi d'un seul coup ça explose et qu'est-ce qui justifie qu'on augmenterait la facture ou pas.
Ça, il n'y a aucune IA qui est capable de le faire. Personne, aucune intelligence artificielle ne sait le faire. Par contre, un être humain, il peut le faire en 5 secondes. Il peut dire, oui, c'est normal, ça vient de ça. Là, actuellement, on est en train de faire des tests, c'est normal que ça explose, donc on touche pas. Ok, et on pourra rejustifier, mettre en perspective et communiquer l'information. Et donc, moi, vous avez plus de valeur à cet endroit-là, là où vous allez justifier les choses. Donc, l'automatisation, elle sert à ça. L'automatisation, on l'a dit déjà dans d'autres modules, elle sert aussi à la standardisation, à l'apport de qualité, etc. Donc, on en a vraiment très fortement besoin et on pourra là aussi. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse faire des modules sur l'automatisation. On a, pour aller dans l'automatisation, ce qu'on appelle l'infrastructure as code. C'est-à-dire que comprendre de ce qui se fait dans un cloud public, ce ne sont que des appels d'API qui peuvent écrire dans un document simple, d'autres, qui décrivent tout ce qu'on peut faire. Donc là encore, on n'est pas obligé de se passer l'information à la main ou verbalement. Non, on arrête. On écrit tout ça à l'avance et on va automatiser par ces documents qui vont décrire toutes les ressources qu'on fait. Oui, puis ça, je vais rajouter un point là-dessus parce que tu parlais justement de l'incompréhension d'existence du service et ainsi de suite. Et justement, infrastructure as code est un des bels exemples de mauvaise maîtrise des organisations et donc mauvaise maîtrise du fait que c'est juste un service qui existe quelque part, qu'on peut détruire à tout moment n'importe quel service et le recréer, puisqu'on a déjà son gabarit est déjà là, on fait juste comme l'appliquer. Et ça vient tout mettre en place automatiquement. Donc, on est dans cette réflexion-là où on a des lignes de code qui font vivre notre infrastructure quand avant, on avait des machines physiques rackées dans une salle de serveur dans laquelle on devait mettre en place et c'était compliqué, c'était lourd et blabla, où on devait faire des demandes de changement longues et pénibles dans les organisations pour arriver à la ou à l'arrêt de service. Quand maintenant, ça se fait quasi automatiquement sur des choses déjà écrites d'avance, déjà stables et prévisibles. Donc, c'est un aspect très important qui justement vient appuyer l'augmentation de l'automatisation, là, puis des coûts, puis réduction du FinOps, et ainsi de suite. Là. Et le bénéfice qu'on a à ça, c'est qu'on fait plus de choses avec les mêmes équipes qu'avant. Et donc, c'est plus rentable pour ces équipes d'exister. Alors, on pourrait me dire, ouais, dans ce cas-là, on peut réduire les équipes. Non. La traduction de ça, c'est que on ouvre le potentiel de création des équipes. Et on le voit, il y a beaucoup de clients qui disent, une fois qu'on a fait le choix du cloud public, on s'est aperçu que, pour le coup, on est passé d'un cloud privé où on avait des limites matérielles à un endroit où on a de limites que notre carte bleue, notre carte de crédit plutôt, parce que c'est pas les mêmes, et l'imagination. Donc à partir de là, on s'aperçoit qu'on a justement cette capacité d'innovation qui va aller avec. Là aussi, c'est un des bénéfices du cloud qu'on met en avance, la capacité de tester, de valider rapidement et de tirer partie du produit. Vous pouvez avoir une idée de business qui est traduite en moyens technologiques dans un cloud public en quelques secondes, quelques minutes et qui peut être mis en prod en quelques heures. Et donc adresser un besoin et valoriser, créer une valeur supplémentaire ici, c'est-à-dire améliorer votre produit, adresser des besoins et être très réactif. Moi, je suis très joueur, je joue à des jeux vidéo en ligne. Les éditeurs de jeux vidéo en ligne qui ont beaucoup de succès aujourd'hui, c'est les gens qui sont capables, en milieu d'une partie, de changer le code du jeu, de réagir à des problèmes techniques en quelques minutes. Ceux qui se font la meilleure pub, c'est ça. Les pires, c'est ceux qui vous disent, on fera une mise à jour dans 2 semaines. Et là, vous avez perdu 80% des joueurs qui sont 80% de vos revenus. Et là, on se dit, mais à quel moment tu saisis pas que tu es en train de te saboter tout seul? Donc en fait, l'automatisation, le fait qu'on aille vers cette fluidité par l'automatisation, va faire qu'on est capable d'adresser, de réagir plus vite, de s'adapter dans la bonne, dans l'apport de qualité et améliorer le produit en temps réel en répondant à nos propres consommateurs qui sont nos générateurs de revenus. Évidemment que c'est souhaitable. Et donc, quand on a un frein entre les deux, là, on se dit, mais c'est pas normal. Comment on a pu fonctionner comme ça avant? Comment on a pu s'empêcher de faire les choses? Et là aussi, c'est une demande. Je rappelle que c'est une des motivations, ça fait partie des 3 motivations premières des clients à aller dans le cloud. C'est aligner ce qu'on appelle le time to market, aligner les moyens mis en œuvre avec les nécessités du business. C'est tout. Donc, ça fait complètement partie de ça. On a ensuite tout ce qui est CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery. On a parlé d'itération, de culture DevOps. Donc ça veut dire l'automatisation, les pipelines d'automatisation, y compris pour les nouvelles applications qu'on va créer, les modifications d'applications. C'est le reflet de ce qu'on vient de dire. J'ai une idée, j'ai un retour utilisateur qui est intéressant, je veux le mettre en œuvre, j'ai besoin d'un pipeline d'automatisation qui lui-même va me permettre de gagner du temps. Ces pipelines sont très volatiles, je le rappelle, donc en termes de coûts, ils sont très peu chers. Donc là aussi, c'est intéressant pour nous. C'est-à-dire qu'on a cette fluidité, cette flexibilité à pouvoir produire des essais, des valeurs, tout en ayant un coût qui est limité. On a la notion de microservices ou de serverless, qui sont des technologies adaptées justement à cette flexibilité. Si vous voulez faire un bout d'application, puis faire des tests,
et que ce test dure 17 secondes, mais qu'il vous faut 17 minutes à créer une VM entière, vous ne m'intéressez pas. En fait, votre idée, elle est mauvaise. Si maintenant vous me dites, je vais faire ça dans un conteneur ou dans un service serverless qui va se démarrer en une fraction de seconde ou en quelques secondes, là, ça devient compatible. Et donc, on rejoint la notion de time to market. Donc tout ça, ça a du sens. Alors je sais que c'est rapide là, ce qu'on dit là, et on pourrait reparler de chaque sujet indépendamment. Mais tout ça, ça fait partie donc des bénéfices du cloud public. Et une partie d'entre eux peut être rapatriée en bonne pratique dans un cloud privé. Ça, c'est le message que je vais rajouter ici, qu'on dit très très peu dans le FinOps souvent. Mais une partie de ces bonnes pratiques sont des pratiques en fait organisationnelles, d'opérations que l'on peut tout à fait mettre en œuvre chez soi. Faire du conteneur chez soi, on peut le faire aussi. Fabriquer du service, faire des pipelines d'automatisation, on peut le faire chez soi. Fabriquer tout sous forme de template déployable, infrastructure as code, on peut le faire aussi très souvent chez soi. C'est des solutions vraiment stratégiques qui n'ont souvent de frein que l'esprit humain qui a du mal à les envisager. Mais technologiquement, pour en parler, moi, depuis plus de 8 ans à mes clients, en fait, non, quand on regarde le côté technique, on s'aperçoit qu'en fait, c'est assez simple. En fait, il n'y a pas de vrai gros challenge. Le gros challenge, c'est changer de posture par rapport à des anciennes habitudes et accepter de se remettre en cause face à ces habitudes. Donc, finalement, on revient toujours sur le même sujet. Le plus difficile pour l'être humain, c'est d'accepter de changer et non pas de le mettre en œuvre, ce changement, une fois qu'il a lieu. Alors, bien sûr, on pourrait, là encore, tester, voir plein d'autres éléments. On va terminer avec, je vais citer quelques erreurs communes qui arrivent le plus souvent. Donc, la première, c'est ne pas agir quand il est temps d'agir. Donc, je mets des systèmes d'alarme, j'ai des alarmes qui arrivent et je m'en fous et je les regarde trop tard. Entre le moment où l'alarme arrive et le moment où vous décidez de vous bouger, vous avez déjà, en fait, là, on a une dépense excessive, non justifiée, qui peut vous être reprochée. Comme je disais tout à l'heure, si je mets en place des systèmes d'alarme et que je ne tiens pas compte, c'est ma responsabilité. Ensuite, ne s'occuper que du coût et des économies. Avoir comme objectif de dire, je regarde la dépense, il faut que je fasse des savings partout. Non. Ce qui m'intéresse, on l'a dit, c'est à quel besoin ça correspond, quelle valeur ça génère. Et ensuite, on donne du sens et on voit comment on peut ajuster au mieux. Il y a un juste milieu possible, mais il n'y a pas d'économie par principe, il n'y a pas de saving qui va arriver comme ça. Sinon, le saving ultime, je vous le donne, c'est vous arrêtez votre boîte, vous allez voir, vous n'allez pas dépenser d'argent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais ça n'a pas de sens. Ensuite, on a comparé le cloud public à un cloud privé. C'est la plus grosse bêtise, pour rester très très poli. Et on en a parlé déjà dans d'autres modules où on a des gens qui parlent du cloud public en disant mais c'est nul, je vais aller en cloud privé. Et en fait, qui ont souvent en fait un point de départ de comparaison de leur cloud privé qui est déjà pas honnête. Mais même par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se rendent pas forcément compte, mais la façon dont ils sont capables de chiffrer, là je parle en termes d'argent, le coût de leur cloud privé est déjà incomplet. Et donc, quand ils arrivent en cloud public, ils regardent pas les bons indicateurs, ils ont pas les bonnes pratiques, tout ce qu'on vient de lister, là, par exemple, les 10 derniers sujets qu'on a listés, ils les ont pas, et ils s'attendent à un miracle. Non. Je peux vous le donner aujourd'hui en tant que FinOps, en tant que spécialiste du cloud. Si demain vous migrez une infra de cloud privé en ne la changeant pas d'un iota dans le cloud public, ce n'est pas rentable. Point final. Il n'y a pas besoin d'y aller. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas rentable. Il faut changer les habitudes. C'est pas parce qu'on est dans le cloud public qu'on change d'habitude. Imaginez, vous avez un problème d'addiction. C'est pas parce que vous changez d'appartement que vous avez plus de problème d'addiction. Votre problème d'addiction, il est individuel. Vous allez l'emmener avec vous. C'est pareil. Vous avez des mauvaises habitudes, vous les mettez dans le cloud public, vous avez juste une idée de la facture qui va en plus. C'est tout. Par contre, c'est malhonnête d'accuser le cloud public de pas être rentable. C'est vous qui avez une mauvaise utilisation. Je suis navré, mais c'est souvent le cas. Et on a ces retours négatifs de clients. Et pour l'instant, j'en ai pas trouvé un seul qui nous ait dépeint une situation vraiment très précise de son point de départ et de ce qui reprochait au cloud public. Bien sûr que le cloud public n'est pas gratuit. Bien sûr qu'il y a de la dépense. Bien sûr que leur objectif est gagner de l'argent. Donc non, ça va pas être beaucoup moins cher. Et nous, ce qu'il faut qu'on mette en perspective, c'est qu'est-ce que ça va générer comme valeur ou revenu pour nous en plus. Si c'était juste une question de comparaison de factures, là encore, on peut fausser ces comparaisons de factures. Donc on n'a pas d'intérêt à ça. Je vais finir avec 3 points négatifs. Penser que ne rien faire ne coûte rien. Là aussi, si on réfléchit un petit peu, c'est complètement stupide. Dire je vais pas y aller, ça va rien coûter. Si, ça va te coûter de continuer à exister là où t'es.
avec tes coûts d'exploitation, tes coûts d'acquisition, tes licences. Et puis on a l'exemple, tiens, actuellement avec VMware, par exemple, qui vient d'être acheté par Broadcom, qui change complètement son modèle de licensing. On a des éditeurs qui ont déjà doublé leur licence du jour au lendemain, d'autres qui changent leur support. Ne rien faire ne vous évitera aucune dépense. Le matériel va être obsolète, il faudra le changer. Vos OS vont être obsolètes, il faudra les changer. Enfin, ne rien faire n'a pas zéro coût. C'est là encore, quelqu'un qui vous défend le truc et vous réagit pas, on dit mais est-ce que je te reprends rendez-vous chez le psy maintenant ou parce qu'en fait c'est là encore souvent c'est de la malhonnêteté en fait, c'est-à-dire que c'est un faux argument pour dire j'ai pas envie de m'en occuper, j'ai pas envie de comprendre. Et ça, à la limite, je peux comprendre quelqu'un qui ait de la réticence, mais c'est pas un vrai argument. Non, ne rien faire ne va pas rien coûter, c'est complètement faux. C'est le problème du FinOps. Ça aussi, l'erreur, c'est ce qu'on disait, ce n'est pas une personne, ce n'est pas 3-4 personnes. FinOps, c'est une culture. Il y a une personne centrale qui peut aider à la création de la culture, à la mise en place, mais ce n'est pas une démarche d'une seule personne. Sinon, c'est un bouc émissaire et c'est vraiment pas une bonne solution pour vous. Et ça ne fonctionnera pas, donc les résultats ne seront pas là non plus. Et puis, les clients qui ont suivi des cours, ont passé des certifications, ont reçu des consultants extérieurs et continuent à vous faire tout à la main. Je crois que ça, c'est le pire. C'est comme si vous aviez coaché quelqu'un pour perdre du poids, puis vous avez aperçu que cette personne continue à s'empiffrer de 14 kilos de viande par jour. C'est quoi le problème? Quel message t'as pas reçu? Ce n'est pas sain. Arrête. Donc faire à la main, non. Faire à la main, c'est la pire des solutions. Faire à la main, ça ne génère pas de revenus, ça génère des erreurs, c'est une très forte dette technique. Enfin, on pourrait faire un sujet entier sur pourquoi faire à la main est une mauvaise approche en général, et y compris en facturation. Donc je crois que là, on a pas mal complété. Bien sûr, tout ça, ça ne vous dispense pas de l'accompagnement de professionnels, de suivre des formations, de vous y préparer. Le jour où vous mettez ça en place, on l'a dit tout à l'heure, on va pas vous se leurrer, ça va prendre du temps, mais on espère en tout cas que vous avez un peu plus d'éléments en tête maintenant pour comprendre avec la première vidéo, là, le premier enregistrement, ce qu'est la notion de FinOps, ce que ça veut dire, ce que ça peut nous amener, et surtout, le challenge que c'est de le mettre en place, en espérant que ça vous fasse pas trop peur, quand même. Faut pas que ça fasse trop peur. C'est un élément essentiel de la mise en info numérique. Puis de ça, même au-delà de l'info numérique, puis tu le mentionnes très bien, c'est l'augmentation en maturité de l'organisation. Puis on pourrait même à la limite prétendre que le bascule en info numérique, donc en FinOps, pourrait faciliter un retour partiel sur site avec de meilleures pratiques et des gains réels dans ces conditions-là dans des créneaux ou des secteurs très particuliers parce qu'on a le gain de l'augmentation de maturité qu'on a acquis par l'info numérique. Mais comme tu dis, c'est juste de revenir en arrière pour revenir en arrière. C'est comme saisir sa doudou ou je ne connais pas le terme français. Oui, c'est ça. Non, le doudou, ça marche très bien. Pour se réconforter parce qu'on retourne dans nos vieilles habitudes, on se suce le pouce puis on est content tout seul dans notre coin en dessous de notre lit parce qu'on a peur. Donc, c'est ça que l'augmentation de maturité va amener puis des bénéfices beaucoup plus grands que juste le transfert en cloud, le transfert en info numérique qu'on fait, mais c'est justement l'amélioration de la pratique de l'organisation. Puis à certains égards, puis ce que j'entends, ce que ça me fait beaucoup penser, c'est à l'industrialisation, où quand ils ont commencé à calculer le coût de revient en industrialisation, puis ça leur a pris des années avant de calculer puis d'arriver à ce niveau de maturité-là, puis pas toutes les entreprises le sont encore. En info numérique, c'est la même chose. Comment ça te coûte produire? Puis l'info numérique fait partie du coût pour produire quelque chose, même si c'est un service, même si c'est autre chose, mais c'est un coût qu'on doit mettre, puis c'est là où ça revient. Comme tu mentionnes, ajouter de la valeur, acheter des choses. On est vraiment dans cet univers-là. Complètement. Et on pourrait faire des parallèles avec le domaine de la sécurité, où on a la même problématique de comprendre de quoi on parle, d'informer les gens, de mettre en place les politiques, qu'elles soient compréhensibles, et ensuite de faire des réitérations constantes, comment on améliore tout ça, comment on l'intègre. Moi, comme tu le disais, c'est l'industrialisation à grande échelle, c'est l'organisation, c'est de la gouvernance, ça fait partie du champ de la gouvernance, et on espère qu'on vous aura guidé assez bien dans ce sujet-là. Si vous avez d'autres questions ou d'autres sujets, évidemment, n'hésitez pas à revenir nous voir. Je ne sais pas s'il y a une matière pour une troisième version ou sur une approche peut-être plus technique. Après, on verra selon vos besoins. Oui, sur la base de questions, on pourra revenir sur un troisième épisode. Fait qu'on espère que vous aurez des questions par rapport à ça parce que je pense que c'est un sujet qui demeure très vaste, qui demeure très incompris, puis probablement qu'il y a des points plus spécifiques auxquels qu'on peut justement aller approfondir aux besoins, mais c'est plus difficile pour nous
l'imaginer en avance. Sur ça, je vais te remercier. C'est un excellent épisode encore. Sujet très complexe que tu as très bien vulgarisé. J'espère que les gens vont en sortir un petit peu plus avec des outils qui vont les aider à appréhender le cloud avec sérénité. Oh oui, et vos questions sont les bienvenues. Oui, merci.